Je range mon bureau, c'est la numéro 50. Et avec cette numéro 50, j'avais annoncé depuis déjà un certain temps que je voulais consacrer un numéro spécial à la lémurie. Et donc c'est parti, il n'y a que 4 ouvrages, mais ça risque d'être fort long. Et pour une fois, en plus, je me suis constitué quelques anti-sèches afin de ne pas trop louvoyer, mais ça risque quand même de partir dans tous les sens. Alors la Lémurie, je veux juste le rappeler, c'est ce grand continent imaginaire ou semi-imaginaire qui a été remis à l'honneur depuis l'année dernière par une magnifique revue dont j'avais chroniqué dans une édition spéciale également, le numéro 1. Et donc voici le numéro 2 qui est paru au printemps dernier. Et autour de ce numéro 2 de la revue Lettres de Lémurie, qui est coordonnée par Sophie Bazin et Zohar Ravalosson et publiée dans leur maison d'édition normande, normando-malgache, je ne sais pas très bien comment il faut dire, Dodovol, et bien autour de ce numéro, il se trouve que j'ai lu, la coïncidence éditoriale faisant bien les choses, d'autres livres dont on peut considérer, dont on doit considérer qu'ils appartiennent à la lémurie. Alors, je me suis constitué des anti-sèches, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des feuilles de papier brouillon sur lesquelles j'ai jeté quelques notes, parce que j'ai lu la plupart de ces livres avant l'été, et que malheureusement, comme je lis beaucoup, je me rends compte que ma mémoire me joue de plus en plus des tours. Et donc j'ai repris un petit peu, j'ai refeuilleté, et c'était très agréable d'ailleurs, ces livres. Et c'est surtout la première fois que j'ai devant moi quelques heures à la fois pour faire de l'enregistrement et pour faire du montage, et même pour avoir essayé d'anticiper, c'est-à-dire de préparer un peu cette vidéo. Donc j'espère que ça ne sera pas trop, comment dire, incohérent. Et le premier livre dont je veux parler, eh bien à tout seigneur, tout honneur, je veux parler des éditions Dodovol. C'est le dernier roman paru de Zohar Ravalosson lui-même, Amour, patrie et soupe de crabe. Et si vous voulez vous le procurer, et je vous le conseille d'ores et déjà vivement, il faut aller sur le site des éditions Dodovol. Et je crois aussi qu'on peut le faire venir par son libraire. Alors c'est un livre qui m'a déconcerté un petit peu, qui m'a beaucoup plu, qui m'a déconcerté parce qu'il est assez atypique dans l'œuvre de Zohar Ravalosson. Il est très différent des précédents que j'avais beaucoup aimé. Il est déconcertant ou il est différent parce qu'il se concentre vraiment autour d'un lieu. Et le vrai héros, la vraie héroïne de ce livre, par-delà le trio de personnages principaux que l'intrigue fait se retrouver ou se croiser, le vrai héros ou la vraie héroïne, c'est la place du 13 mai à Tana, à Antananarivo, et c'est la ville même d'Antananarivo. Alors c'est un livre qui moi m'a fait penser comme ça, c'est une association d'idées peut-être un peu libre, un peu fantaisiste, à Berlin Alexanderplatz de Dublin, que je n'ai pas relu depuis une éternité. Ça fait des années que je projette de lire Berlin Alexanderplatz en allemand, parce que je l'avais lu en traduction à l'époque, parce que c'est quand même un gros pavé, et que je lis quand même nettement plus lentement en allemand qu'en anglais, et nettement plus lentement en allemand qu'en traduction. Ça m'a fait penser à Berlin Alexanderplatz. C'est un livre très différent des autres livres de Zohar Ravalosson, et c'est un livre, on peut le noter pour l'anecdote, puisque moi je vous parle de Tours, hein, quand je range mon bureau c'est chez moi, et chez moi c'est à Tours. C'est un livre qu'il a achevé d'écrire en profitant d'une résidence d'écriture à la Maison des Écritures à Neuville-le-Roi, pas loin d'ici, à quelques kilomètres d'ici, et on avait pu d'ailleurs rencontrer Zohar à 2 ou 3 reprises lors de son séjour ici en Touraine. Alors c'est une très belle et très émouvante fresque sur Antananarivo. La ville, je disais, y joue un rôle essentiel, et le chronotope principal et le lieu principal de l'action, c'est cette place du 13 mai, qui est un lieu évidemment de protestation symbolique, qui est à la fois un lieu officiel de célébration nationale, mais qui est aussi un lieu de protestation, de grève, de revendication contre le pouvoir. Le thème principal du livre, c'est la corruption des élites, la façon dont le pays est pris au piège de cette corruption. C'est un livre qui, de ce point de vue-là, peut rappeler un certain nombre d'autres romans ou d'autres œuvres littéraires ou d'autres pièces de théâtre, de Soyinka par exemple, quand on lit un petit peu de littérature africaine, parce que c'est malheureusement un thème toujours d'actualité et depuis longtemps. On peut remonter à Ayi Kweyarma et The Beautiful Ones Are Not Yet Born. Donc voilà, donc cette question du mélange ou de la thématisation presque analogique entre la corruption politique et financière et la misère et les détritus et la saleté
la fange en quelque sorte, se retrouve ici comme un des thèmes principaux du livre. Mais c'est un livre qui est très beau parce qu'il nourrit de très nombreux sous-thèmes, variations on peut dire en quelque sorte, avec, comme je le disais, cette place du 13 mai, je lirai tout à l'heure un extrait qui thématise cela, mais aussi, et vraiment je veux le signaler, un magnifique personnage de transsexuel, un magnifique personnage de femme, Madame Nivo, Madame Nive, je ne sais pas comment il faut dire, Nive, ça s'écrit N-I-V-O, mais je sais que ma prononciation du malgache est extrêmement défaillante, et c'est un personnage très très beau, et il y a assez peu, on parle beaucoup de queering Africanness et on parle beaucoup parmi les chercheurs de cette question évidemment des thématiques LGBT dans la littérature africaine contemporaine, et même si un certain nombre d'œuvres commencent à s'emparer de manière à la fois complexe, neutre et sans ni homophobie ni transphobie de ces thèmes-là, ça reste encore généralement timide, et là il y a un vrai portrait très beau de cette femme qui est entièrement, et c'est vraiment ce qui est très bien, je veux dire, dans le livre, ce qui évite justement toute forme de transphobie, c'est que c'est un personnage de femme, et que bien sûr les critiques ou les problèmes auxquels elle est en but du fait de son statut particulier de femme trans sont présentés, ne sont pas éludés, ne sont pas esquivés, mais voilà, c'est un personnage de femme, et c'est ça qui est vraiment très beau et très émouvant. Donc on peut aussi parler, on pourra parler, je lirai tout à l'heure aussi un extrait lié à ça, ces questions, aussi les questions de modernité et tradition, de la façon dont Madagascar est décrit comme un pays où des formes de modernité, comment dire, croisent et même s'entrechoquent avec des formes des expressions traditionnelles. Donc voilà, donc c'est un livre dont je recommande vraiment la lecture, et je vais vous en lire 3 extraits, histoire d'être sûr que la vidéo va durer un temps infini, mais je rappelle que vous pouvez l'écouter en accéléré, hein, sur YouTube c'est très facile de faire multiplier par 1,5, par 1,75, par 2. Je crois que je parle déjà assez vite, donc si vous faites multiplier par 2, je parle comme ça, bon, peu importe. Donc, et puis vous pouvez zapper, il y a un index en dessous, vous pouvez regarder en plusieurs fois, vous pouvez ne pas regarder du tout, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de regarder. Donc ça ne marche pas, c'est un peu une aberration ce que je suis en train de dire. Donc voilà, donc je vais lire 3 extraits. Le premier extrait, c'est justement un des passages qui constitue, on peut dire en quelque sorte, un portrait de Nive, hein, ce personnage de femme trans, vraiment c'est très très beau, et je vais lire ça. Eri a des bleus sur les membres, des taches de sang un peu partout. Ils étaient plus grands, plus nombreux. Balit a dit que vous étiez un homme, lâcha le garçon pleurant dans le giron de Nive. Un sarimbavi. Elle se raidit sur son pouf. Le jeune garçon s'arrêta de geindre, releva la tête, repoussa la main, essuyant ses yeux lui-même pour fixer les siens. C'est vrai? Les yeux de Niveau irradiaient. Non, il ne s'agissait pas de larmes. Je ne vais pas pleurer devant vous, disaient ses yeux. La révolte le disputait à l'amour dans ses yeux. Je ne vais demander l'autorisation de personne pour exister. Je fais ma vie, je ne devrais pas me justifier, mais pour une fois, je vais le faire. Oui, commença-t-elle en se relevant. Je suis une Sarimbavi, et alors? Je t'ai mangé? Je suis née avec un zizi comme toi à la naissance, mais je savais au fond de moi que j'étais une fille. On m'a battue pour ça, oui, on m'a humiliée, on m'a traité de folle, souvent de perverse. Je me suis battue. Très souvent, je me suis retrouvée acculée dans les poubelles, dans les ruelles, sur les passerelles. Tu connais les bas quartiers? J'avais une peur bleue de tomber dans les canaux fétides et de couler sous les détritus et les immondices. Je n'ai jamais appris à nager. On me frappait, on me battait, j'en ai reçu des coups, accrochée au ponton parce que je voulais être différente, parce que je voulais être moi-même, parce que j'étais différente. J'ai rêvé longtemps d'un endroit où on me laisserait tranquille. Très lentement, pardon. J'ai saisi que cet endroit, il fallait que je le construise, sous le regard des autres. C'est leur regard qui doit changer, pas moi. Je me suis faite comme je veux. Je prends des hormones, c'est des médicaments, précisa-t-elle à Eric qui la regardait bouche bée. Je m'habille comme je veux depuis que j'ai ton âge, je mets des robes parce que j'aime ça. J'ai plus de chance que certaines autres qu'on distingue plus facilement. Au travail, on me respecte et dans le quartier, on m'appelle Madame Nive. On ne regarde pas ce que j'ai dans la culotte. Je me suis construit la vie que je voulais. Je ne laisserai personne y toucher. Niveau flamboyé. Liva et Eri la regardaient avec une stupéfaction mêlée de respect, chacun à sa manière. Il faut du courage pour vivre sa vie comme bon nous semble, et non comme les autres voudraient qu'elle soit.
Ça, c'est pour le personnage de cette très belle, très forte femme trans. Un extrait plus politique, ici plus sociologico-politique, description de la place du 13 mai avec un vieil homme qui occupe la place du 13 mai ou qui se retrouve très souvent sur la place du 13 mai lors des revendications. Page 84. Le grand-père était célèbre et tout le monde savait que quand il faudrait, il serait là et qu'il ne partirait pas de la place du 13 mai. Il répétait qu'il avait 80 ans, toutes les guerres au-delà des mers, contre les nazis en Libye, en Tunisie et en Italie. Et bien sûr, il participa à la libération de la France après avoir été détenu dans le Frontstalag et s'être évadé 2 fois, puis en 1947 contre les colons et les Sénégal, les tirailleurs, ses anciens camarades de guerre dans les forêts Zafimanir. Les prisons, le bagne de l'île Longue pendant la colonie et encore dans les années 60. Retour dans ces lieux d'incarcération coloniale, car ce n'était pas pour cette société-là qu'on s'était battu. Il était déjà vieux la première fois, mais il considérait que sa place était avec la jeunesse qui voulait changer les choses. Heureusement qu'il était là. La 3e fois, il pensait avoir fait son temps, mais il était revenu. On l'a même invité à raconter sa vie de lutte à la tribune. Toute sa vie, il avait voulu construire un monde où pourraient vivre librement les siens, sans aller en prison. Pour tous les malheurs que j'ai connus, les enfants des enfants de mes enfants mériteront encore des compensations. Il désignait les ruines de l'hôtel de ville derrière lui, il disait « J'étais parmi ceux qui l'ont brûlé ». Les tireurs des forces de sécurité se sont embusqués dedans pour nous déloger d'ici. Les ruines sont toujours là pour témoigner, nous rappeler les promesses faites à l'époque, construire une société juste et solidaire. Je resterai là jusqu'à ce que je voie les fondations de cette société. Eh bien, il est mort sur place, couronné toujours prosaïquement sa femme, arrivé à ce point du récit. Et dernier extrait, je parlais de modernité et de tradition. Il y a cette très très belle scène où un des autres personnages principaux, dont je n'ai pas parlé, Guillaume Rabédas, qui est voilà, un fonctionnaire municipal, corrompu, mais pas... Enfin, un personnage très complexe, pas du tout négatif. Ce personnage se retrouve à devoir présider une cérémonie traditionnelle d'ensevelissement. Je vous laisse faire des recherches anthropologiques si vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose de très particulier. Nous, on a pu s'intéresser à ça d'assez près l'an dernier quand on est allé visiter l'exposition Madagascar à Paris. Et donc, voilà, j'en dis pas plus, mais il y a une pratique d'ensevelissement et surtout de culte des morts qui consiste en fait à les désensevelir et à les réexposer à l'air libre régulièrement. Et donc voilà, il se trouve à présider cette cérémonie et il est mal à l'aise avec ça parce qu'il se sent déjà totalement du côté des modernes et du côté de l'européanisation, mais en même temps, on voit qu'il s'accommode et il s'adapte, et donc il est vraiment en permanence en train de négocier entre les deux. C'est un très beau passage aussi. C'était la première fois pour Rabédas, mais il devint presque un expert à la fin. En tant qu'aîné de la branche aînée, il avait comme rôle de mener la manœuvre avec les indications vaseuses et contradictoires de 2 oncles. L'endroit, bien que plus vaste sous terre qu'en dehors, n'en paraissait pas moins étroit. C'est obscur là-dedans. Les piliers de pierre soutenant le plafond bas le divisent en coins et recoins avec des tas sombres. La lumière des bougies projetait des ombres inquiétantes. On avait peur de se cogner la tête. On avait ramené des nouveaux lambes en soie sauvage pour les 2 grands aïeux, 2 grands-oncles et une grande-tante. On avait du mal à les reconnaître, forcément. Notre famille, c'est côté nord, le côté des fondateurs, avait prévenu la vieille tante Lise restée dehors. Mais l'escalier tournait un peu, les oncles avaient perdu la boussole une fois en dessous. Juste en face de l'escalier ou à droite, les souvenirs différaient. On s'activaillait, se bousculait, jurait, des fous rires s'échappaient. Des momies ébréchées laissaient parfois à découvert des crânes ou d'autres os proéminents sur les dalles de pierre qui s'étageaient contre les murs. On cherchouillait, se bousculait, jurait. Quand on s'accorda sur la bonne colonne, on déposa l'oncle Gilbert tout en bas. Il allait falloir qu'il perde ses os et sèche avant qu'on ne l'élève peu à peu avec le temps. On s'occupa des autres, rassembler ce qui appartenait à chacun dans de nouveaux linceuls. « Voici grand-père, fit un oncle, retirant une petite bouteille de whisky d'un tas de poussière oblong qu'il fouillait au 2e niveau. Il se rappelait qu'on l'avait emballé avec. On y avait mis une petite plaque avec son nom. On ne voyait que de la poussière. On s'activait, se bousculait, jurait. L'autre oncle sortit une autre bouteille du panier de linceul neuf, du pur malt, que Rabélas était allé chercher dans un duty-free shop. On en versa un peu du côté des fondateurs et la bouteille circula. Puis on commença l'opération.
l'oxygène se faisait rare. Dany ne se priva pas de se moquer de Rabedas, resté trop longtemps en France et ignorant des us en la matière. Pourtant personne ne s'y connaissait vraiment. À part le vieux du village, un criquet gardant les tombeaux, comme on dit, qui aidait toutes les familles du coin dans les occasions comme celle-ci. Au fur et à mesure des dépouilles emballées et posées sur la pierre au-dessus, les sarcasmes cependant diminuaient. La chaleur des vivants irradiait la maison des morts, sinon leur volonté de vivre. Dans les yeux des tantes et cousines, des lueurs brillaient. Rachel s'est appuyée au bras de Rabedas pour remonter vers la lumière. Elle ne le lâcha que quand Mélène s'approcha pour redonner sa veste à son mari. La lourde porte de pierre refermée, on se congratulait gravement. On avait fait son devoir. Vous l'avez compris, j'en ai lu de longs extraits parce que j'aime beaucoup l'écriture de Zouar Ravaloson dans ce livre et je vous le recommande vivement. Le deuxième livre dont je veux parler dans ce numéro spécial Lémurie, c'est le numéro 1081 de la revue Europe, paru en mai 2019, donc c'est vraiment concomitant du numéro des Lettres de Lémurie, et il est consacré à une figure très importante, fondatrice même de la Lémurie, puisqu'il fait partie des premiers écrivains à avoir beaucoup fantasmé, à avoir beaucoup mythifié ce fameux continent de la Lémurie. Et c'est Malcolm de Chazal. Et Malcolm de Chazal, c'est un nom, uniquement un nom pour moi, depuis fort longtemps, et j'ai vu passer ce nom de manière complètement fortuite, on va dire, en librairie, même pendant de nombreuses années, n'ayant pas eu la curiosité de vérifier, c'était peut-être même d'ailleurs avant Internet, au début des années 90, je voyais même pas vraiment ni d'où il venait, ni à quel moment il avait écrit. Donc voilà, c'était juste un nom que j'avais vu passer, j'avais jamais eu la curiosité d'aller y voir. Et puis depuis quelques années, j'ai su que c'était une figure très importante, évidemment, un écrivain mauricien, et donc une figure très importante de la littérature post-coloniale, coloniale, post-coloniale, et on ne peut pas du tout le réduire à ça d'ailleurs, mais je n'en ai toujours pas lu. Et donc il y a ce numéro qui est là pour me faire honte. Je l'ai lu, alors c'est comme toujours le numéro de la revue Europe, il y a un dossier principal qui est consacré à Malcolm de Chazal, et puis un deuxième dossier qui est consacré à Léon Gontran Damas, et puis il y a ensuite un cahier libre de différents textes qui sont présentés, puis de recensions aussi. Donc je ne vais vous parler que de la partie Malcolm de Chazal de ce numéro de la revue Europe, sachant que c'est comme toujours les numéros de la revue Europe, vous les trouvez dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez vous abonner. Et ici, le dossier Malcolm de Chazal a été dirigé par deux spécialistes de Malcolm de Chazal, heureusement quand même, en l'occurrence Jean-Baptiste Parra, un habitué de la revue Europe, et Alexander Dicot. Alors Alexander Dicot, j'ai déjà parlé de lui, j'ai déjà parlé dans ses vidéos d'un de ses recueils de poèmes en anglais, mais aussi d'un de ses livres en français aux éditions Louise Bottu, donc je ne présente plus Alexander Dicot, mais évidemment j'ai été encore plus titillé de voir que c'était lui qui avait co-dirigé ce numéro. Alors, c'est donc l'occasion pour moi de découvrir un petit peu de biais, c'était l'occasion pour moi de découvrir un petit peu de biais l'œuvre de Malcolm de Chazal, et donc j'ai lu avec intérêt la plupart de ces textes, la préface bien sûr, des deux co-auteurs, enfin directeurs de numéros, et ensuite j'ai lu un petit peu comme ça, assaut et par gambade. Il y a un très très beau texte de Auden, de Winston Hugh Auden, W.H. Auden, inédit en français je pense, traduit par Alexander Dicot lui-même. Il y a un article de Laurent Albert, alors je ne vais pas citer tous les différents auteurs, donc ceux que j'oublie, celles et ceux que j'oublie me pardonnent, je l'espère. Il y a un très bel article de Laurent Albarracin sur la, que je ne me trompe pas quand même dans le titre, Malcolm de Chazal, tautologue, dans lequel il parle de la circularité. Par exemple, je lis ce que dit Laurent Albarracin. Il est évident que les deux pôles de cette écriture, sa fermeture et son ouverture, entre lesquels elle est tendue, se rejoignent et se touchent. On y reconnaît la fameuse sentence. Citation de Chazal. Le plus court chemin de nous-mêmes à nous-mêmes et l'univers. Fin de citation. La moindre chose, l'atome, la monade, la plus petite unité qui soit, est ainsi branchée à tout. L'écrivain mauricien vivait son insularité comme un moyen d'accès au cosmos. Cette circularité des choses à l'intérieur d'elles-mêmes et l'intensification
qui va permettre de percer l'univers et son secret. Alors je dois à la vérité dire que j'ai lu ces différents articles il y a 3 mois à peu près, avant l'été, que je n'ai toujours pas eu le temps, c'est un mensonge, je n'ai toujours pas pris le temps d'aller découvrir l'œuvre de Malcolm de Chazal par moi-même, et ça m'a aussitôt fait penser bien sûr au tout monde et à l'esthétique du divers et au rhizome tel qu'Édouard Glissant le reformule à partir de Deleuze et Guattari. Il y a un article d'Alain Roussel. J'ai bien aimé l'article aussi d'Élodie Lahuct, je ne sais pas très bien comment il faut dire, son nom s'écrit L-A-U, tréma GT, je ne sais pas comment ça se dit, et c'est un texte sur une des œuvres majeures de Malcolm de Chazal, Sens plastique, et c'est très bien aussi l'article d'Alexander Nikos sur les fictions perceptives de la vie filtrée. Donc la vie filtrée, c'est un autre livre important de Malcolm de Chazal, et très bien aussi avec, comme par hasard, un rapprochement, là encore, entre Deleuze et Guattari d'une part, les 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, et d'autre part, la vie filtrée. Et je vais reprendre éhontément les deux citations, d'une part de 1000 plateaux, d'autre part de la vie filtrée, que Alexander Nico met en parallèle. Et je cite donc Deleuze et Guattari. Un plateau est toujours au milieu, ni début ni fin. Un rhizome est fait de plateaux. En tant qu'un livre est fait de chapitres, il a ses points culminants, ses points de terminaison. Que se passe-t-il au contraire pour un livre fait de plateaux, communiquant les uns avec les autres à travers des microfentes, comme pour un cerveau? Nous appelons plateau toute multiplicité connectable avec d'autres, par tiges souterraines superficielles, de manière à former et étendre un rhizome. Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Nous l'avons composé de plateaux. Chaque plateau peut être lu à n'importe quelle place et mis en rapport avec n'importe quel autre. Ça, c'est le début de 1000 plateaux, page 32-33. Et dans la vie filtrée, Malcolm de Chazal, page 11, ma méthode se résume graphiquement en la compression d'une longue enfilade de paliers où tous les plans superposés se retrouvent dans la dernière dalle du piédestal et dont il ne suffira à l'auteur-créateur que de présenter au lecteur ce dernier palier qui les contient tous en essence pour permettre à celui-ci de rétablir en esprit toute la suite de plans superposés, refaire l'échafaudage manquant et retrouver d'un seul coup l'édifice tout entier, le tout se résumant, spirituellement parlant, en une tour échelonnée en accordéon et que par compression on ramène sur un plan. Tout ça est quand même extrêmement stimulant intellectuellement, donc je repoursuis vite fait mon reparcours de ce numéro spécial Malcolm de Chazal dans la revue Europe. Il y a un article de Philippe Met, très bien aussi, dans lequel il cite, parce que je veux quand même citer Malcolm de Chazal, même de Racro, il cite le fragment 581, si je ne me trompe pas dans la numérotation latine, d'un texte qui est Sens magique, voilà. Je cite « Les ombres à midi étaient autant de croque-morts qui portaient la terre en terre ». On retrouve ici d'ailleurs une analogie thématique avec le dernier extrait que j'ai lu tout à l'heure de Zohar Ravaloson, à la question de l'inhumation et tout ce problème, qui bien sûr parle aussi de la résonance continentale et de la rhizomaticité. Je poursuis Éric Meunier, dont j'ai lu il y a fort longtemps et je sais que je m'en étais inspiré pour écrire une série de textes sur un de mes deux blogs, le blog mumm.oeffort.com. Éric Meunier, dont je n'avais pas retrouvé la trace depuis, a écrit une série de fragments. Ici, ça s'intitule Cristallisation, et c'est des fragments à propos d'eux et à partir de Malcolm de Chazal. Et je cite le fragment, que je ne me trompe pas, 704. Tout examen littéraire de sens plastique achoppe par deux abords. La valeur descriptive de cette prose, qui livre, selon le mot de Ponge, d'un seul coup le mystère et la clé du mystère, et le fleuve apologétique Prodomo, autoportrait psychique par voie de presse, postale ou postface. Critique minée par avance donc, puisqu'elle se doit d'inclure l'autocritique de l'auteur, au moins comme filtre, afin d'épingler les faiblesses du système, ses applications décevantes. Cela revient à servir et saluer la méthode, tout en balayant les inutiles fioritures d'un moi enflé. Paradoxe à double foyer, celui-là d'une dépossession par le narcissisme, celui-ci d'un tri drastique au nom de l'adhésion totale. Je pense que vous aurez
certainement intérêt pour le coup à ne pas avoir accéléré sur ce passage-là, voire même à vous le repasser. Et comme je suis gentil, je vous montre le texte. Si vous voulez, eh bien juste figer l'image pour vous, faire une capture écran et méditer ça en le lisant à l'écran plutôt que juste en m'écoutant le lire, eh bien voilà une possibilité. Je poursuis pour ma part, il y a l'article de Kumari Issour qui est très bien aussi, sur le mythe de la lémurie d'ailleurs. Et je cite, puisque ce numéro spécial, qui je pense va être très long, de Je range mon bureau est consacré à la lémurie, eh bien, je cite page 97 de la revue Europe dans l'article Un avant-gardiste post-colonial donc de Kumari Issour. Le rouge serait ainsi la couleur primordiale neutre qui aurait engendré les autres races. Cette pigmentation de la peau à laquelle tous les Mauriciens peuvent s'identifier est fondamentale dans la logique d'émancipation que propose Chazal, puisqu'en constituant en amont l'image d'un peuple qui réunit en son sein les germes communs des différentes races, il cherche à en fédérer les rapports. Sa conception du lémurien rouge privilégie non la lutte entre forces opposées afin d'imposer la notion d'égalité entre tous les êtres humains, mais favorise plus précisément le désamorçage des conflits existants. Et on voit à quel point, dans toute cette théorie esthétique, très marquée, je pense, et il va falloir que j'aille voir de Chazal par moi-même, mais très marquée, je pense, aussi par un certain nombre d'avant-garde conceptuelles ou philosophiques des années 50-60, on voit à quel point on est aussi un petit peu en permanence en terrain miné, si on le regarde depuis 60 ans plus tard, finalement. Je dois citer les autres articles, Robert Furlan, Sylvie Candé, qui est une poète et écrivaine que j'aime énormément et qui a écrit un texte également dans ce numéro. Et puis je terminerai par citer l'article de Françoise Pi, qui s'intitule L'alphabet solaire et qui est sous-titré Malcolm de Chazal peintre, et dans lequel elle parle un petit peu de la peinture de Malcolm de Chazal, et elle donne par exemple en illustration, alors sans les couleurs, parce que je suis prêt à parier bien sûr que ces œuvres sont en couleur, en haut un tableau conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford, qui est un tableau de 1651 d'un certain Yann Savery qui avait peint un dodo, et puis le dodo solaire de Malcolm de Chazal, que vous avez là, et qui, bon voilà, elle travaille sur cette question évidemment de l'interpicturalité, des références, de ce qui est propre à la partie picturale de l'œuvre de Malcolm de Chazal. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de temps pour rentrer dans le détail, tout ça pour dire que entrer dans l'œuvre de Chazal de biais, je ne fais pas ça d'habitude, ça m'a vraiment donné envie d'aller y voir de plus près. Il va falloir qu'à un moment donné, je me garde une semaine ou quelques jours pour vraiment acheter, emprunter les livres majeurs de Malcolm de Chazal et que je me lance et que j'essaie de les découvrir par moi-même et pas seulement via des sources secondaires. On poursuit, tiens, je me rends compte que j'ai amené avec moi ici à cette table un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui aurait pu figurer dans ce numéro spécial Lémurie. Ben, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté cet été. Eh bien, quand je l'aurai lu, j'en parlerai dans une vidéo, on va dire entre guillemets normale, avec les autres. C'est Michel Rakotosson, Elle au printemps. C'est un livre qui date déjà de quelques années, 1996. On aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, je me contente de vous parler des livres que j'ai lus, et j'ai déjà bien du mal à en parler convenablement. Ici, le 3e livre d'Ali Zamir, Dérangé que je suis, qui est sorti en janvier dernier, je crois. Moi, j'ai mis quelques mois à l'acheter. Et puis, voilà, une fois de plus, j'ai adoré. Moi, j'aime énormément ce que fait Ali Zamir. Je trouve que plus les publications avancent, et plus ça se densifie, plus ça s'intensifie. Et donc, Ali Zamir, il est l'auteur de 2 autres livres, dont j'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion de parler. Je vous avais parlé de Mon étincelle il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens plus exactement quand, mais bon. Voilà, enfin j'en ai parlé, je sais, parce que je l'avais lu également avec un petit retard. Et donc, Ali Zamir, c'est un écrivain comorien, il est originaire de l'île d'Anjouan, très précisément, et donc les Comores, avec Mayotte, font partie de cette grande lémurie
semi-mythique, semi-légendaire, semi-imaginaire. Et si en fait j'avais voulu être totalement complet, il aurait fallu aujourd'hui que je vous parle d'auteurs réunionnais, puis que je vous parle aussi éventuellement d'auteurs mauriciens. J'aurais pu parler de Natacha Apana, sauf que Natacha Apana, j'en ai toujours pas lu. Donc vous voyez, je peux continuer à faire la liste de tout ce que j'ai pas lu et de tout ce qui manque à mon tableau de lecture. Pour l'instant, je me contente de vous parler de ce que je connais un petit peu, et donc d'Ali Zamir. Alors, Ali Zamir, moi j'adore ce qu'il fait parce que la langue est complètement assumée dans sa bizarrerie, à savoir que c'est une langue qui est très particulière, qui est très travaillée, qui doit pouvoir agacer, je pense, parce que certains vont peut-être trouver qu'elle est trop élaborée, trop individuelle, au prix parfois d'une fausse maladresse, à savoir que c'est tellement baroque par moments, c'est tellement chargé aussi sur certaines analogies, certaines comparaisons, certaines métaphores, ou tout simplement sur certains choix lexicaux, que peut-être que ça peut agacer. Mais moi je pense que voilà, je pense que ça n'est pas une écriture neutre, c'est une écriture qui prend des risques, qui met en danger l'auteur autant que le lecteur, et moi j'aime beaucoup ça. Alors c'est extraordinairement inventif, et c'est donc, comme je le disais, parfois faussement maladroit, et c'est un roman qui rappelle dans sa structure, ça s'appelle Dérangé que je suis, c'est une édition du Tripode, hein, parce que je dis rien hein, quand même, je ne donne aucune précision, et c'est un roman qui rappelle dans sa structure les récits tragiques de Sembène Ousmane, parce qu'il y a une sorte comme ça de trame narrative où plusieurs fils se croisent avec un événement principal qui débouche sur une tragédie. Donc ça m'a rappelé un petit peu les romans de Sembène, peut-être aussi parce que le personnage principal, le fameux Dérangé du titre, parce que c'est son nom de personnage, son surnom, Dérangé, rappelle aussi, dans la mesure où il est lui-même docker, le docker noir de Sembène. Peut-être que ça a joué aussi dans l'analogie. Et donc voilà, je ne vais pas en parler trop dans le détail, c'est assez difficile à résumer. Il y a un personnage féminin, comme toujours chez Ali Zamir, qui est complètement surdéterminé. Et voilà, et là encore, je pense que ça a un côté délibérément fictionnel qui doit pouvoir agacer, parce que ça ne cherche pas non plus à être vraisemblable, objectif ou neutre. C'est vrai qu'on est toujours dans la perception déformée d'un personnage. Là, il y a un personnage et qui, avec sa subjectivité, nous fait découvrir les autres personnages, et du coup, tout est totalement partial et par moments, évidemment, un petit peu fantasmagorique ou un peu fou. Donc, je ne vais pas en parler plus longtemps, je vais simplement vous lire des extraits, un extrait de la page, à la page 82, pour vous donner une idée un petit peu de l'écriture de Zamir. Les autres extraits aussi vous en donneront une illustration. J'ai travaillé d'arrache-pied sans compter les heures. Au déclin du jour, à mon retour, le quartier de Chiway avait retrouvé son calme. On n'entendait que les ululements des hiboux, quelques cris d'enfants, et les vagissements de nouveau-nés que les adorables mamans prenaient soin de laver pour les préparer à s'endormir. Tout ce tintamarre doux et singulier dura quelque temps avant que le quartier tout entier ne tombe complètement dans le bruit du silence vespéral. Cette accalmie était mon moment préféré. Mais ce soir-là, tandis que le silence gambadait et criait à tous les échos, que sa danse vertigineuse et ses sifflements doucereux se faisaient admirer, tout le monde entendit une voix de femme lancer des cris déchirants, épouvantables et entrecoupés. Ces cris s'amplifiaient comme si on lui faisait subir un supplice. C'étaient des hurlements du tonnerre suivis de gémissements outrés. Pour l'amour du ciel, que se passait-il ? Pris d'une fièvre panique, les habitants du quartier étaient sortis de leur demeure pour tendre l'oreille et repérer d'où venaient ces cris, comprendre ce qui se passait. Et je ne poursuis pas. Vous lirez pour savoir ce qui se passe. Autre extrait ici, plus court, mais c'est parce qu'il s'agit d'une personnification de la route que ça m'a rappelé principalement, on va dire, les grandes pièces des années 80 de Wole Soyinka et puis le grand cycle romanesque de Ben Okri. Donc là, voilà, ça m'a aussi parlé par rapport à ça. Donc la personnification de la route, page 117, page 118, c'est pendant la course, qui est le grand événement, le grand point culminant, on va dire, du récit. Pendant tout ce temps, je ne faisais que multiplier encore mes efforts, je ne sentais plus mes jambes. Il fallait profiter de ce moment de courroux pour marquer des points. Brebis qui belle perd sa goulée. J'arrivais à bride abattue sur cette route au pied de la citadelle,
qu'on appelait Parella Magari, et qui signifiait littéralement « route des voitures ». Pourquoi ce nom? Parce qu'elle n'a jamais été silencieuse durant toute sa vie, la pauvre. C'est une route qui écumait de rage, j'en suis presque certain, quand on la parcourait. Elle hurlait tout le temps, et la nuit, on entendait encore ses cris planer au-dessus de la Médina, juste au pied de ce fameux monument, splendide ange gardien de la ville, la citadelle. Et je vais finir en lisant la fin entière. Je vais vous lire les 2 dernières pages qui portent un titre, hein, c'est un des chapitres, un destin de Coëlacanthe, ce qui déjà, enfin en soi, oui, moi j'ai envie, moi si je ne connaissais pas Alzamir, je feuilletterais vite fait, et moi si je tombe là-dessus, déjà, un dernier chapitre qui s'intitule Un destin de Coëlacanthe, j'ai aussitôt envie de savoir ce que c'est. Bon, c'est peut-être moi qui suis bizarre aussi. Vous verrez, vous regarderez par vous-même. Donc je vais lire la fin, donc du coup, si vous n'avez pas envie que je spoil, mais ça ne va pas spoiler grand-chose quand même, mais si vous n'avez pas envie que je spoil, que je divulgâche, comme disent les Québécois, vous passez à autre chose, hein, vous avancez de 2 ou 3 minutes et la vie est belle. Mais c'est aussi parce que le sillon que trace Ali Zamir dans son œuvre, et avec ce 3e roman, il continue à faire ça, et c'est très très audacieux, c'est que le principe narratif, on va dire fondamental, de ces 3 premiers livres, c'est à chaque fois le fait que le narrateur ou la narratrice est toujours, dans une forme de paradoxe littéraire d'ailleurs, un mort en instance. Et donc, c'est quelqu'un qui raconte son histoire au moment où il meurt. Et ici, donc, un mort en instance, un vivant en sursis, et c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est une métaphore métafictionnelle extrêmement puissante, puisque la fiction que l'on lit, elle est toujours à la lisière de la réalité, de la vraisemblance et du mensonge. Et donc, finalement, Ali Zamir, avec ce principe narratif qu'il reproduit à chaque fois avec des histoires qui, elles, n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce principe narratif, c'était la noyade dans le premier, c'est l'accident d'avion dans le second, et ici c'est encore autre chose, mais évidemment ce principe narratif, il reprend à nouveau frais le Mentir vrai d'Aragon, par exemple. Et donc c'est cette situation d'un récit qui correspond à d'un livre, qu'évidemment il faut quelques heures pour lire, mais qui correspond à une sorte de suspens fictionnel, d'instantané. C'est en quelques secondes seulement que nous est théoriquement raconté cette histoire. Et donc par le narrateur qui est, je le disais, un mort en instance. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autre formule, mais voilà. Donc je vous lis, sans plus attendre, la fin. Le dérangé que je suis d'Ali Zamir. Malmené durant toute ma chienne de vie comme un gibier de montagne, me voici mis à mort sans un zeste d'halali. Je me suis réveillé en piteux état dans un conteneur. La gravité de mon état ne laisse planer l'ombre d'un doute, je suis sur mes fins. C'est un matin vêtu de noir comme un hibou. On m'a ligoté comme une chèvre, oui. J'ai les mains et les pieds liés, et c'est attaché comme une chèvre que j'attends d'être égorgé. Je n'entends rien dehors. Cet antre métallique est sûrement éloigné des endroits fréquentés. Mais une chose est sûre, je suis au port international. Ahmed Abdallah Abderrahman de Moutsamoud. Ce conteneur fait partie de ceux qui attendent d'être ramenés à Dubaï, en Chine, en France, en Thaïlande, ou je ne sais où encore. Je ne vois rien. Tout est bien clos pour que la marchandise que je suis, ou que je serai, une fois devenue dépouille, arrive à destination. Me voilà destiné aux profondeurs de la mort. Oui. Au moment où je vous parle, j'expire hideusement, chers amis, et en expirant, je n'ai qu'un seul et unique vœu, pouvoir vider mon cœur. De se creuser, d'humeur noire et d'humeur pécante doit fuir jusqu'à la dernière goutte d'amertume et au dernier grain de répugnance, pour qu'il soit complètement blasé. Oui. Au lieu de verser des larmes de sang, je souhaiterais épuiser cette immensité que je porte en moi comme un fardeau. Le cri que mon cœur lance pour crever vos tympans demeure. Évitez de jouer le héros dans votre coin lorsque vous vous trouvez dans la gueule d'un volcan. Criez de toutes vos forces pour éviter de disparaître comme une couille molle. Laissez vos antennes levées, allumez vos quinquets
et évitez à tout prix l'aridité d'esprit et vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Ma tête est lourde de sang qui se dessèche, des caillots secs se collent en immenses croûtes depuis le vertex jusqu'aux oreilles et tout le long de mon visage, comme des paquets de sparadrap rouges. Les mouches s'en régalent en émettant un affreux tintouin. Ce bourdonnement abasourdissant, c'est signe qu'elles apprécient le plat. Elles me torturent en chantant hideusement et en dansant autour de moi comme des diablesses incarnées. Voilà le hic, je ne suis qu'une merde pour elles. On dirait les anges des ténèbres. Diablerie de diablerie, quelle farce. Tout est chiant-lit, c'est certain. Last not least, dans ce numéro 50 de Je range mon bureau, le numéro 2 des lettres de Lémurie. J'ai dit en préambule que c'était en fait autour de la publication de ce numéro que j'avais organisé et eu l'idée de faire ce très long épisode, de tourner ce très long épisode de Je range mon bureau. Puis comme ça va être très long et comme je vais avoir à la fois la flemme et pas le temps de faire du montage, ça va être évidemment bourré d'hésitations, de petits et de bêtises dans le genre, mais c'est pas grave. Alors le numéro 2 des lettres de Lémurie, comme le numéro 1 que j'ai oublié de ramener, en plus c'est idiot, j'aurais pu vous le remontrer, c'est pas grave, vous irez regarder la vidéo Je range mon bureau, je ne sais plus si c'est numéro 17 ou numéro 18, je vais essayer de penser à vous la mettre en lien en dessous dans la description de celle-ci. Ce numéro de lettres de Lémurie, vous voyez son format déjà, ça c'est le dérangé que je suis, ça c'est le numéro de la revue Europe, vous voyez, on est sur un format totalement inhabituel, très difficile à ranger dans une bibliothèque standard, mais vous vous débrouillerez. Précipitez-vous, c'est absolument magnifique. Ces livres-là, moi je fais le pari que dans 50 ans, dans 100 ans, ils seront encore là, et peut-être qu'il en restera plus beaucoup d'exemplaires, et que ça sera vraiment une rareté ou quelque chose qui vraiment se partagera, et moi j'espère qu'il va y avoir comme ça des numéros tous les ans pendant très très longtemps, parce que c'est en train de constituer un fond documentaire et une forme d'anthologie extrêmement créative, presque incomparable. Moi j'ai vraiment le sentiment en lisant ça, le numéro 1 puis le numéro 2, d'accompagner une aventure éditoriale. Et puis une aventure, c'est beau quoi, enfin voilà, les textes sont globalement de très bonne qualité. Je veux faire une remarque, il n'y a quasiment aucune faute, aucune coquille, aucune erreur typographique, c'est quasiment sans exemple. Là encore en ce moment, je suis en train de lire un livre des classiques Garnier, vous voyez, des classiques Garnier, il y a des fautes, il y a des fautes de français, il y a des fautes de frappe, voilà. Donc, mais là, il n'y en a vraiment pas, et donc je veux vraiment souligner ça. Les éditions Dodovol, c'est un très très haut niveau d'exigence formelle dans la finalisation, y compris voilà, dans des choses toutes bêtes comme voilà, les fautes, les coquilles, non, il n'y en a pas, c'est très très bien relu. Et puis c'est un objet qui est très beau. J'avais eu l'occasion d'en montrer de nombreuses pages du numéro 1, donc il y a toujours cette charte graphique un petit peu où il y a des dessins circulaires un petit peu partout. Voilà. Il y a certaines pages qui sont habillées de sortes de vagues d'encre comme ça, c'est très 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 chouette, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, à la rigueur, vous voyez, voilà, c'est la fin du texte de Dunalouf, je ne sais jamais comment il faut dire. Vous voyez, il y a toutes ces espèces de cercles noirs, emboîtés, imbriqués les uns dans les autres. Donc c'est vraiment très beau. Alors le format atypique, les choix typographiques, les choix d'illustration, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc déjà il y a ce côté-là, donc ça fait collection, ça commence déjà, alors qu'on n'a que 2 numéros publiés, à faire collection, à faire série. C'est irréprochable aussi dans l'information documentaire, ça se termine par 6 pages de table des matières avec les détails sur les auteurs, et je veux aussi faire remarquer, vous voyez, avec l'ours, la lettre de Lémurie, dodovol.blogspot.com, directeur de publication, équipe éditoriale, maquette, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc, oui, alors je veux faire remarquer, d'ailleurs à propos de cette table des auteurs, qu'un des vrais dangers, et moi j'aime être mis en danger, un des vrais dangers de ces lettres de Lémurie, comme pour le premier, c'est que la table des matières, il suffit du coup de se plonger dans les bibliographies des auteurs, puis soudainement on se retrouve, après avoir lu un numéro comme celui-ci,
à inscrire 20 ou 25 livres sur sa liste de livres à acheter ou de livres à lire. Donc ça c'est un petit peu dangereux aussi. Mais voilà, c'est extrêmement enrichissant et stimulant. Alors je ne vais pas pouvoir lire des extraits de tous les auteurs, donc je m'en suis noté, je sais pas, je suis en train de regarder mes anti-sèches, là ça me fait peur, j'ai noté 9 extraits à lire, c'est pas possible, ça va être horrible, ça va être horriblement long, je veux dire c'est très beau mais ça va être horriblement long. Et j'ai effectué une sélection, parce qu'il y a une grosse vingtaine de textes, et bon, tout ne m'a pas plu au même niveau, hein. Si je vous disais ça, vous me diriez que vraiment je dis n'importe quoi et que je ne suis pas fiable. Donc il y a évidemment des textes qui m'ont moins plu que d'autres. Mais je me suis fixé comme un des principes, pour abréger la vidéo, je me suis fixé comme principe de ne pas lire de textes des auteurs que je connaissais déjà bien. Et donc il y a un texte d'Ananda Devi que j'ai beaucoup aimé, je ne le lirai pas. Il y a un texte de Zohar Ravaloson qui est très bien, je n'en lirai pas d'extrait. Et il y a un texte de Raharimanan qui est Parfois le vide, qui s'intitule Parfois le vide, et qui est la transcription sous forme écrite, donc de la version plateau d'un spectacle que j'ai vu d'ailleurs à Saint-Pierre-des-Corps l'année dernière. On va ensemble feuilleter cette revue, et donc ça commence avec l'avant-propos, le rêve recommence, hein, qui est une citation de Malcolm de Chazal, le revoilà dans Petrus Mock en 1951, et donc qui est pris en épigraphe ou en titre de l'avant-propos, signé Sophie Bazin et Zohar Ravaloson, hein, qui sont les responsables, au plus noble sens du terme, de cette revue. Le premier texte, c'est les Piqueuses d'Ourites d'Ananda Devi, très beau, mais je n'en lis pas d'extrait pour la raison expliquée. Ensuite, ça se poursuit avec un texte en malgache, La bouche de Nino, de Annie Troni. Alors, je montre le nom pour qu'on soit... Voilà. Parce que comme je pense que je vais mal prononcer au moins la moitié des noms d'auteurs de ce numéro, donc il ne faut pas hésiter à corriger. Toutes les personnes qui savent prononcer correctement peuvent me corriger dans les commentaires, me dire non mais Saint-Gall ça va pas, qu'est-ce que c'est cette manière de faire des vidéos sans vérifier les prononciations avant. Et donc là c'est le texte malgache à gauche, le texte français traduit par l'auteur lui-même à droite, j'ai dit l'inverse, enfin à gauche, donc le texte malgache à gauche, le texte français à droite. J'ai toujours été mal latéralisé. Je dis généralement que j'ai appris à mieux me latéraliser en apprenant à conduire, ce qui généralement sème la panique, surtout si les gens sont dans ma voiture à ce moment-là. Ça se poursuit avec un texte de Monique Merabet, Le trousseau d'Anita, qui est très chouette aussi, que j'ai relu d'ailleurs hier en me replongeant dedans. Ça se poursuit avec une série de poèmes de Mahmoud M. Saïdier, Des larmes de sang. C'est très beau, enfin, ça m'a rappelé un petit peu, il y a une inspiration un peu césarienne dans ces textes-là. Et là encore, tiens, pour vous montrer, parce que là je ne vais pas en lire d'extrait, mais comme ça vous pourrez peut-être choper quelques mots à la volée. Vous voyez ce que je vous disais sur l'utilisation de ces petits cercles comme motif récurrent de la mise en page. Donc là, les petits cercles blancs et noirs, là, ils viennent envahir l'entre-deux entre le texte numéro 5 et le texte numéro 6. Donc voilà, donc c'est toujours dans le côté objet revu. Hein. Ça se poursuit avec un texte très amusant, très poil à gratter, de Varda, je ne sais pas comment il faut dire, hein. Et le texte s'appelle Zélie. J'ai prévu de vous en lire un petit extrait, juste pour vous en donner une idée comme ça. Ça ne va pas vous dire grand chose, parce que c'est pris en plein milieu du texte, mais voilà, page 42. À 12 ans, elle avait été invitée à l'anniversaire d'un camarade de classe, maison magnifique, les plus beaux meubles qu'elle n'eût jamais vus. Elle avait mis longtemps à décider de sa tenue. Elle avait choisi une tunique traditionnelle brodée et ses chaussures du dimanche. Et à proprement parler, elle faisait vraiment pauvresse en dimanche. À cette époque, si elle avait pu porter son uniforme scolaire pour dormir, et même le week-end, elle en aurait été heureuse. Tout plutôt que de se montrer dans les hardes hideuses qui composaient sa garde-robe. Ses tantes lui achetaient bon marché des choses que personne, même chez les pauvres, ne porterait. Elle s'était toujours demandé où elle pouvait bien dégoter ses imprimés grossiers, ses couleurs criardes, ses formes confuses, ses matières toujours plus synthétiques, le tout toujours trop grand, ou la boudinant.
Avant que les magazines féminins ne fassent l'éloge de l'art de mélanger les imprimés et des associations improbables, elle avait expérimenté le tout sur le terrain de l'élégance sobre. Voilà, une écriture très ironique, c'est très bien. On poursuit avec un texte dont je vais lire aussi un extrait, Mon sang du bout de l'océan de Nathanaela Rafera. Et j'ai pas le temps à chaque fois de vous repréciser d'où viennent les différents auteurs. Vous l'avez compris, je vous présente ce livre, mais c'est pas pour vous dispenser de l'acheter, au contraire, c'est pour que vous l'achetiez. Lettre de Lémurie numéro 2, vraiment ça doit être dans votre bibliothèque. Je vais vous lire un extrait du haut de la page 51. C'est autour d'une révélation identitaire, une histoire de gémellité, d'enfants abandonnés, sur fond aussi de migration. C'est un très beau texte. Nathanaela Rafferao. Chaque mot qu'il prononçait me plongeait un peu plus dans la peau d'un être de sang mauvais. Heureusement, il poursuivit en disant que les raisons qui avaient poussé mon père et ses compagnons de lutte à brûler le bureau n'étaient pas mauvaises. Le gouvernement, en partenariat avec une entreprise étrangère, allait réquisitionner des parcelles de terrain appartenant à des particuliers pour la construction d'une usine. Les papiers étaient signés avec les propriétaires. Or, l'État savait bien qu'il n'y avait pas de budget prévu pour le paiement de ces parcelles. En découvrant ce qu'il jugeait être une arnaque, mon père et les autres propriétaires s'étaient alors rassemblés, et sous le coup de la colère, l'unique solution qu'ils trouvèrent pour annuler les contrats avait été de délibérément brûler les papiers. C'est ainsi que mon père et ses compagnons devaient fuir l'île, car ils risquaient la prison à vie. Ma mère, bien que presque arrivée au terme de sa grossesse, décida de suivre mon père par crainte des intimidations qui allaient bientôt suivre. Ils avaient sollicité les services d'un capitaine de navire qui réussit à les faire se faufiler dans la nuit. Dans cet affolement, ma mère finit par accoucher prématurément à bord du navire. Là encore, comme pour le précédent texte, j'ai isolé vraiment du reste, mais c'est pas pour vous frustrer, c'est parce que si je lis du début à la fin la revue, la vidéo va faire 15 heures, mais pourquoi pas après tout. Et ça sera autre chose, ça sera une performance. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Ça se poursuit avec un texte d'Amal Seutoul, je ne sais jamais comment il faut dire, qui est vraiment quelqu'un dont je vois passer les textes en librairie ou comme ça depuis de nombreuses années, et je ne suis toujours pas allé y voir, donc c'était l'occasion de lire ce texte-là, qui est donné là encore en traduction en page de gauche en créole, et à droite auto-traduit par l'auteur, donc là encore, hein. Donc c'est un des éléments aussi, hein, la revue Lettre de Lémurie, elle est là aussi pour mettre sur la carte un certain nombre de textes dans des langues qui ne sont pas le français. Donc ça n'est pas une revue francophone au sens centripète, au sens ethnocentrique de la chose. Pas du tout, au contraire, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure à propos de Malcolm de Chazal, la rhizomaticité, l'archipélisation de la littérature. Le texte suivant est de Imadikeli Rianala, Retour à la source, qui est un beau texte aussi. Tiens, je montre juste, parce que j'ai pas le temps d'en lire un extrait, je montre juste une des pages, une fois de plus, juste pour vous montrer visuellement le travail graphique dans cette revue. Ensuite, il y a un extrait d'un roman en cours de Monique Séverin, De l'eau ou Sisyphe l'Africaine, dont je vais vous lire un extrait. Rien qu'avec une île pacotille, confetti posé dans l'océan Indien, elle a mangé son ventre plein. Les classiques naufrages pour commencer. On n'a même pas eu le plus célèbre, celui du Saint-Girand devant l'île Sœur, noyade de la blanche Virginie mise en lettres éternelles par le sieur Bernardin de Saint-Pierre. Puis, histoire de changer de menu, elle a porté gratis les lourds navires qui lui ont donné en échange nègres malades, morts, punis ou passés en fraude. Elle les a eus aussi, les rebelles. Ceux qui pensaient rejoindre la côte à la nage ou les désespérés qui préféraient en finir. Pas mal de femmes qui n'avaient pas balancé entre l'eau salée et le rut des marins. Après, ça s'est calmé avec l'abolition et le retour à la raison des esclavagistes, aidés par compensation pécuniaire pendant que les affranchis avaient que dalle et que de morue pour faire la noce. Mais ça viendrait plus tard avec la fête CAF, un jour au moins, et moins que rien. Et elle n'eut à se mettre sous la dent, cercueil jeté en sa gueule à vide, que les malheureux trépassaient toutes couleurs lors du voyage forcené les menant vers la métropole, la cité mère aux appétits féroces elle aussi. L'avion a fini par remplacer les navires, mais ne croyez pas qu'elle en soit restée là, la mer.
Elle a dépêché les tueurs à ailerons pour avaler tout ce qui bougeait à sa surface et même sur les plages. Au bord de l'eau, où un chien a été dévoré sous les yeux de sa maîtresse impuissante. Ceux qui avaient été dévorés dans l'eau n'étaient pas des chiens. Elle a gagné la rusée, ne s'arrêtera pas là. Assurée d'être goinfrée par promoteurs et grignoteurs de plage, investisseurs contrevenants sans vergogne aux lois pas faites pour eux, faut croire. Et tout à l'heure, quand je vous ai lu un extrait d'Ali Zamir, j'ai fait un lien avec Soyinka, avec Ben Okri, j'aurais pu dire aussi avec La route dévorante de Lagoon, le roman inédit en français de Nnedi Okorafor, un des chefs-d'œuvre absolus de la littérature contemporaine. Et bien là, c'est la mer, hein, c'est la mer dévoreuse, la mer dévorante. Et voilà, donc on voit comment on part de l'île Pacotille au début du paragraphe pour se prolonger cette dévoration. Très très beau texte de Monique Séverin là aussi. Après plusieurs textes donc, qui sont de l'ordre de la prose narrative, des poèmes de Saïndoun Ben Ali rassemblés sous le titre Fortaleza, et je vous lis le texte. Alors je vous lis, c'est un poème en prose en fait, je vous le lis en entier. Ce poème en prose s'intitule Salapoani, extrême sud. Souvent, les hommes de mer vivent avec un lourd fardeau, peur et courage au prétendu bon goût, tel ce même désir vers quelques pays extrêmes. Comme ma génération dans les jours d'amertume, quand la poésie sourd encore des ordures, fidèle des souffrances. On entendrait les voix, telle l'illumination de cette route au bout d'une vie triste et sublime. Autour tout vibre, secoué par les éléments brûlants tombés de la falaise, sans elle, sans laisser trace dans ses vers, sans une ombre arrachée à une quelconque vision renaissante des horizons. Souvent, alors, le chant des souvenirs se fond à l'écume des vagues sur ces rivages rocailleux. Images palpables creusent dans le vide des mots funèbres. Ici, la barre tenue des sifflantes agonies témoigne de la syntaxe d'un élan que nul ne brise. La terre demeure une branloire permanente. Et vraiment, en relisant ce texte, Saïndoun Ben Ali, je ne connais pas Saïndoun Ben Ali, on peut aller voir, après tout, on n'est plus à une minute près. Voilà, c'est un poète comorien, hein, anjouan, fondateur de collectifs d'artistes tels Djando Lawazishi. Et voilà, moi j'ai lu ces textes, cette série de poèmes, et il y a 4 livres de lui qui sont chroniqués, qui sont signalés dans la bibliographie, et moi j'ai envie de tout lire. Hein. J'aurai jamais le temps, mais j'ai envie de tout lire. Ça se poursuit avec un texte de Jean-Jacques Sauzier, Bleu clair de lune, qui là est de l'ordre de la prose narrative, très bien. Puis il y a Fred Bonnet, un extrait de roman, là encore, donc c'est aussi un laboratoire, hein, cette revue. Il y a des extraits de romans inédits, des œuvres en gestation. Il y a le texte de Rari Manan qui est la transcription écrite d'une version plateau d'un spectacle théâtral. Enfin voilà, c'est vraiment... tiens, encore, vous voyez, vous avez vu ça? Voilà. Rien que les amateurs de romans graphiques, c'est pas un roman graphique, rien que les amateurs de romans graphiques, ils vont adorer ces lettres de Lémurie. Donc ensuite, page 96, je le disais à l'instant, la version plateau, le texte complet de la version plateau de Parfois le vide, alors sans les voix bien sûr, sans la musique de Tao Ravao, mais voilà, c'est un spectacle qu'il faut avoir vu. Si vous avez l'occasion, si Parfois le vide passe près de chez vous, allez-y. Ça se poursuit avec un texte de Nassouf Jailani, cette irrépressible envie de remonter le temps, avec une belle épigraphe de Jean Genet. Et là, je vous lis un petit extrait dans un tout autre style que les 2 ou 3 derniers textes que j'ai lus. J'ai maudit le fabricant de cette mauvaise bière avec laquelle je m'étais imbibé jusqu'à la lie. J'aurais voulu tordre le cou au barman du camion-bar, à qui j'avais laissé tant de pourboire, pour m'avoir tant de fois servi de cette piquette à la con et qui masquait si bien l'aigreur de cette viande de brochette, sans doute avariée depuis des mois. J'aurais voulu mordre jusqu'au sang le cou de l'ingénieur en génie civil qui avait laissé livrer cette portion de route mal goudronnée et truffée de nids de poules. J'aurais tellement voulu que ce fût la faute des autres. Que ce fût la faute des autres et non la mienne. J'avais honte de vivre, j'avais honte de respirer, j'avais honte de ce visage, de ce corps, de cette loque de moi-même. J'avais tellement honte que je voulais disparaître. Nassouf Jailani, donc je continue mon avancée linéaire dans le numéro 2 des lettres de Lémurie. Ensuite, un beau texte de Zohar Valosson, mais je rappelle le principe.
Je ne lis pas d'extrait d'auteur dont j'ai déjà parlé ou que je connaissais déjà. Ça se poursuit avec la suite d'un texte de Dounaloup déjà proposé dans le numéro 1, La route. On est encore et toujours dans cette mythification de la route, donc c'est vraiment intéressant aussi. Ensuite, il y a un texte d'Emmanuel Jeanvrin qui s'intitule Mahajanga 76. Et là, c'est, je crois qu'Emmanuel Jeanvrin, je vais pas dire de bêtises, là c'est plutôt, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt un texte plutôt lié aux Comores, il me semble. Oui, alors, ouais, parce qu'Emmanuel Jeanvrin, il est belgo-normand, en fait il a écrit plusieurs livres, et il a écrit il a été acteur dans de nombreux films et téléfilms, et il a aussi écrit des textes sur beaucoup autour finalement de la lémurie. Chez Gallimard en 2016, Roch Sakai sur le destin d'un jeune réunionnais de Madagascar, et un deuxième roman qui est sorti là en 2019, Sabena, sur 3 générations de femmes entre les Comores, Mayotte, Madagascar et la Réunion. Donc lui, il est là au titre aussi voilà, de la thématisation de la lémurie. Voilà, donc, un texte qui m'a bien plu aussi. Ça se poursuit avec une traduction, alors encore là, du malgache à gauche, la traduction française, cette fois-ci pas par l'auteur lui-même, mais par Zohar Ravaloson, le maître d'œuvre. Et donc je ne me risquerai pas à donner le titre malgache, mais le voilà. Et puis donc la traduction Ravik et la réponse du mur. Et je vais vous citer un extrait de la traduction de ce texte de Sohamiel Adria Mananja. Pardon pour la prononciation atroce du malgache. Page 135. Le lendemain matin, un mardi fin de mois, pendant qu'on se préparait pour l'école et le travail, M. Ravik frappa à la porte apportant le loyer. Dès que les enfants le virent sur le seuil, ils s'écrièrent « Bonjour monsieur !» Souriant, Ravik répondit « Bonjour les enfants !» Ma petite fille s'approcha doucement de lui et tentant de le cajoler, dit « Pardonnez-moi, monsieur Ravik râleur, je ne ferai plus la rabais vacarme, mais s'il vous plaît, n'appelez pas le chef de quartier. » On se regarda avec ma femme, mort de honte. Nos yeux croisèrent ceux de Ravik. Je lisais l'étonnement et la surprise sur son visage. Et je distinguais aussi un peu de honte. On était tous penauds. Nous avions honte de le surnommer Ravik râleur, lui de nous appeler rabais vacarme. Entre grandes personnes, nous arrivons à nous donner des noms d'oiseaux comme à des petits coquins. Le temps d'un instant, cela se transforma en sourire. D'abord, de ces sourires étranges pour cacher la honte, puis de ces sourires qu'on répond aux drôleries qui viennent du cœur. On s'efforçait aussi bien lui que nous de se contrôler, mais personne n'arrivait à se retenir, et nous éclatâmes de rire. Quel éclat! Je poursuis ensuite un beau texte, là aussi, de Shehnaz Patel, La femme de la lune. Je veux juste vérifier, pour ne pas dire de bêtises, il me semble que Shehnaz Patel... Oui, elle est mauricienne, c'est ce qui me semblait, et donc elle a écrit des livres à la fois en français et en créole. Voilà, donc il y a là encore une bibliographie extrêmement longue, avec plein de livres. Moi j'ai lu ce texte, La femme de la lune, c'est pareil, hein, c'est comme pour Saïd Ben Ali, j'ai envie de tout acheter, j'ai envie de tout lire. Il ne faut pas que mon épouse regarde cette vidéo, parce qu'elle va avoir peur déjà, puis elle va me censurer. Non, elle ne me censure pas en fait. Voilà, et là encore, je vous montre le travail graphique qui est vraiment très beau. Et je vous lis la fin de ce texte, La femme de la lune de Shehnaz Patel. Connaissant le pouvoir de persuasion de la répétition, ils se relayèrent et se firent écho avec une incroyable assiduité pour asseoir l'image du lapin. Et c'est bien ce que tous y virent, un lapin, aux grandes oreilles, assis sur son arrière-train, non, debout sur ses pattes, enfin c'est selon. Chacun y voit ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais X et Y s'assurèrent qu'aux veillées et dans les contes qui se transmirent depuis de génération en génération, ce soit un lapin que l'on voit dans la lune. Seuls quelques-uns savent aujourd'hui encore, seuls quelques-uns voient. Il y a une femme dans la lune, et elle danse. Je poursuis des extraits d'un livre de Mathieu Young, Sogol sur la plaine, là encore.
16 fragments. Encore un texte en fragments, ici plutôt de prose narrative, l'empreinte d'Hamza le Noir. Je vais vous lire le 10e fragment. Ressens-tu ce regard? Est-ce que tu vois comment je m'efface? M'entends-tu quand je m'éloigne? C'est dans cette course que je parie ma vie, c'est dans ce bois que je construis ma vie, un bruit nourri par mes ennuis. Je laisse parfois le vent emporter mes écrits. À la pêche aux lettres qui m'abîment, le désir s'imprime, du plaisir. Juste cette impression que le vacarme m'évite, ma rage se dissipe, se tisse, s'éclipse. Est-ce parce que je ne suis plus utile? Suis-je un rejet de la nature? Tant de questions, qui manquent de ton, tant de chants, qui manquent de raison. Mon cerveau se liquéfie, servant d'encre pour mes fables endormies, évanouies sont les murmures de mes écrits. Là aussi, Hamza le Noir, une voix à suivre, et vraiment, j'ai du mal à en mettre de côté, j'en ai mis de côté malgré tout, je chronique pas tout, je parle pas de tout. Mais voilà, allez de vous-même, ensuite il y a un texte Céline Huet, je n'ai pas relu celui-là, je me souviens pas bien, donc je vais peut-être pas ranger tout de suite ce numéro, parce que ça s'appelle Je range mon bureau. Je vais peut-être pas le remiser tout de suite sur les étagères, parce qu'il y a des choses que je veux me remémorer. Donc Céline Huet, un extrait d'un roman de Pierre Maury, Suburbie, sa ville, son œuvre. Très, très bien aussi, alors plus sur une fiction historique, ici. Donc voilà, il y a même dans les genres, c'est extrêmement multiple, c'est une multiplicité de langues, une multiplicité d'approches esthétiques, d'origine. Donc voilà, ça joue vraiment son rôle d'archipélisation aussi de la parole poétique, de l'écriture. Et ça se termine par un texte de Folie K. Alors, Folie K, je vais dire de bêtises. C'est un pseudonyme, c'est quelqu'un qui est français d'origine et qui est installé à Antananarivo depuis quelques années et qui a écrit plusieurs livres, publié plusieurs livres de poèmes ou un roman récemment aussi aux éditions La Cheminante. Et je vais vous lire un extrait de ce dernier texte du numéro 2 des Lettres de Lémurie, Papillon, vol, vol. À un jet de pierre de la benne, la borne fontaine est prise d'assaut dès le lever du jour. Une longue file de personnes se forme, elles attendent de pouvoir remplir leur jerrycan. Un homme arrive, poussant sur l'asphalte troué un chariot bringue-ballant et bruyant, où sont astucieusement disposés et arrimés entre eux 2 étages de bidons vides. Pour l'instant il siffle, l'air est encore doux, presque frais, mais tout à l'heure, au grand soleil, quand il aura pu remplir et recaser chaque bidon sur son chariot de fortune, il repartira en sens inverse, empruntant la même route abîmée au milieu de la circulation à présent densifiée et nerveuse. Combien pèsera le chariot? 200? 300 kilos? Plus? Vaine conjecture. Il pèsera son poids, et notre homme aura son lot de peine pour le ramener à bon port, pour le faire avancer jusqu'au chemin de terre, jusqu'à la venelle aux pavés envolés au milieu de laquelle se trouve son logement. Mais il y aura de l'eau à la maison. Et chez un ou 2 voisins, pendant au moins 2 jours.